Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Land associé par VK. On va parler de comment piloter en tant qu'élu un projet sensible dans quelques minutes. Mais tout de suite, les brefs de la semaine avec en matière d'agents une décision intéressante du Conseil d'État sur le droit de grève et la continuité de service public avec en réalité une validation du régime des contrôleurs aériens et de leur droit de grève à la demande de compagnies aériennes qui s'estimaient victimes du système français, on va dire ça comme ça. Et puis une autre décision du Conseil d'État sur l'annulation d'un refus d'intégration dans le cadre d'emploi d'un agent contractuel et quid de leur constitution de carrière en pareil cas. Et puis autre arrêt sur la demande d'un agent public de bénéficier de la protection fonctionnelle. Est-ce que c'est un document communicable à un tiers ou pas? Réponse non. Et puis un décret sur le forfait mobilité durable dans la fonction publique de l'État. En matière d'urbanisme maintenant, la Cour de cassation nous a dit que quand un géomètre expert, mais c'est sans doute une jurisprudence extensible à tous les métiers de la maîtrise d'œuvre, s'apprécie à l'aune des règles d'urbanisme en vigueur, c'est-à-dire que si le géomètre expert anticipe sur une illégalité du PLU pour proposer quelque chose de moins bien que ce que voulait le maître d'ouvrage, mais en réalité parce qu'il avait un coup d'avance en droit, eh ben c'est quand même une faute du géomètre expert, il doit respecter le droit de l'urbanisme à l'époque. Sous-entendu, pour ces praticiens, s'ils identifient une éventuelle illégalité dans le PLU, eh bien, ils doivent mettre l'alternative en face du maître d'ouvrage qui va choisir après éventuel conseil d'un professionnel du droit. Et puis, vous savez qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut rejeter par ce qu'on appelle les ordonnances de tri, c'est-à-dire le juge va, avec une procédure minimale, rejeter la requête. Eh bien, il peut le faire sans échange même ou sans contradictoire, sans invitation régularisée en urbanisme, quand une association, au jour de la publication, de l'affichage, du permis de construire, n'aura pas d'intérêt à agir, ordonnance de tri, rejet de la requête, sans même appel à régulariser. En matière de responsabilité maintenant, une décision importante a été rendue par la Cour de cassation criminelle, les fameuses fins d'affaires des frères Guérini, donc dans les Bouches-du-Rhône. Premier abord de cet arrêt, si je veux enfouir dans un centre de stockage de déchets ultimes d'autres déchets que ceux prévus au contrat, en réalité pour utiliser le site, ça sera bien un abus de confiance au sens pénal. Ce qui est un revirement de jurisprudence parce qu'avant on ne pouvait pas avoir d'abus de confiance quand on était sur des propriétés immobilières. Autre élément, on apprend que définitivement les constitutions de partie civile de l'association Anticorps qui sont postérieures à, en tout cas, l'annulation par le juge administratif de cet agrément ne seront plus recevables rétrospectivement. Autre décision en matière de responsabilité, confirmant, mais c'est vraiment une confirmation jurisprudentielle, en droit administratif et probablement en droit pénal, que quand on a un endroit en baignade dangereuse et qui est interdite, si j'ai un grand panneau qui l'indique, qu'il est à peu près visible, dans ces cas-là, il n'y a pas de faute de la commune. Responsabilité toujours, droit pénal de l'environnement, toute une série de nouvelles infractions et de circonstances aggravantes vont devoir être, dans les 2 ans qui viennent, introduites en droit français à la suite d'une nouvelle directive européenne. En matière de droit des contrats, est-ce que des propos menaçants tenus par un membre du pouvoir adjudicateur à l'encontre d'un soumissionnaire sont une méconnaissance du principe d'impartialité? Évidemment que ça dépend, mais en l'occurrence, décision intéressante du État de Besançon que voici. Et puis, publication par la DAJ de Bercy d'un guide sur les modes amiables de règlement des différends dans la commande publique. Intéressant. Et puis on a eu les attributions de DGF, ça fait quelque temps que vous savez ce que va être votre DGF. On en avait même parlé avec Lucas Laverviche, souvenez-vous, il y a quelques semaines. Les arrêtés ont été publiés sur ce point, DGF et compensation par salaire de feu l'ATP. C'est important parce que c'est ces publications qui font courir le délai de 2 mois de recours pour ceux qui estimeraient être victimes d'une illégalité. Ça arrive. Et puis, publication aussi d'un décret post-loi de finances initiale 2024 pour les dotations de l'État et la péréquation. Alors là, il y a pas mal de choses. N'hésitez pas à mettre sur pause, je vous ai tout mis ici. Et puis la circulaire classique sur l'affichage électoral a été diffusée. Et la présidente de l'Assemblée nationale a indiqué de son côté vouloir étendre la parité, même pour les communes de moins de 1000 habitants. C'est un sujet qui n'est pas du tout consensuel, notamment avec la tête de l'exécutif. Et puis voilà, on aime tous lire nos documents juridiques et nos codes, Ça illumine nos soirées, nos journées, nos week-ends. Quel va être le futur code
qui vont résulter du travail de codification? Eh bien, réponse ici. N'hésitez pas à mettre sur pause, dont la partie réglementaire, hein, bien évidemment, du Code général de la fonction publique, mais ça, on le savait. Mais bon, quelques autres annonces aussi. Et puis beaucoup d'actualités cette semaine, mais avec la plupart du temps des informations qui ne seront importantes que pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à mettre sur pause, il y a 4 pages de mini-brève. 1, 2, 3, et 4. Bon, passons maintenant à notre grand dossier, piloter en tant qu'élu un projet sensible, conseils opérationnels. Ce qui me frappe en tant qu'avocat dans le monde public, c'est effectivement la difficulté que l'on a depuis 20 ans à porter des projets quand ceux-ci pourraient ne pas être totalement consensuels, notamment dans le monde environnemental. J'enfonce une porte ouverte, on le sait tous. Et il se trouve que Claude Miqueux, donc ancien député, ancien élu local, qui est très actif dans le monde de l'eau, a publié un petit livre sur justement comment eux ils avaient fait pour le barrage du Gabas, devenu lac du Gabas, dans le bassin de l'Adour, pour dépasser les conflits. Et j'ai voulu lui demander s'il avait quelques conseils à nous prodiguer quand on a un gros projet à porter, comment dépasser les oppositions pour aboutir à quelque chose de consensuel, au besoin modifiant son projet. Bonjour Claude. Bonjour Eric. Bon, première question, tu as voulu témoigner justement sur ce projet lac de Gabas avec retenue d'eau, objectifs touristiques, agricoles, environnementaux, pour voir ce qui peut être fait ou non en termes de grands projets dont on dit qu'ils sont désormais impossibles. C'est un témoignage. C'est un témoignage sur une réalisation faite il y a maintenant 20 ans, celle d'un stockage de ressources sur un bassin, le bassin de l'Adour. 250 hectares négociés à l'amiable avec les propriétaires, 20 millions de mètres cubes stockés, 30 fois les bassines charentaises. La première fois qu'on a parlé de ce projet, c'était en 1972. Mais comment rendre un tel projet consensuel, qui sorte de terre? Je crois que tu promeus de ce point de vue-là une approche globale, c'est ça? Premier message, une approche globale. Quelle est cette approche globale? Une action concertée sur un bassin avec les partenaires qui sont sur ce bassin, et on est d'abord un plan directeur d'aménagement hydraulique. Ensuite, la création d'un outil, un EPTB, l'institution Adour. Et là commence l'apprentissage d'une démocratie participative avec beaucoup d'humilité. C'était il y a plus de 20 ans. Ce qui veut dire qu'on fait cet apprentissage en organisant des états généraux. Des états généraux de l'Adour, près de 2000 personnes participent sur 4 départements, Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, 13 réunions locales, 4 réunions thématiques et la synthèse. Cette synthèse, elle est ensuite portée sur la table de l'EPTB. Et là, une recherche de légitimité. 3 légitimités. Une première légitimité républicaine. 4 communes de l'assiette foncière et délibération favorable, à l'unanimité dans les 4 conseils. Deuxièmement, 4 départements qui délibèrent favorablement, 2 régions qui délibèrent favorablement et 114 communes du périmètre élargi qui disent oui aussi. À partir de là, cette légitimité républicaine, elle doit être confrontée à une réalité technique et environnementale. Et c'est là que vont être étudiés les points forts, les points faibles, des interrogations sur les crevisses à pattes blanches, par exemple, et la conclusion, c'est une connaissance, et ça je tiens à ce message, sur un trépied. Une connaissance sur un trépied, là, une drôle d'expression. Une connaissance identifiée, la connaissance qui fâche, de quoi parlons-nous collectivement? Deuxièmement, une connaissance débattue une fois qu'on a identifié. Ce sont les états généraux. Et puis troisièmement, une conclusion. Il y a la connaissance qui est débattue et partagée, tout va bien, l'action publique continue. La connaissance n'est pas partagée, c'est là la place des contentieux ou des réponses régaliennes qui permettent d'aller plus loin. Et puis la dernière légitimité, elle est juridique. Il y a eu des recours, ces recours ont été gagnés. Ouais, bon, donc c'était quand même pas un chemin pavé de rose, il y a bien eu des oppositions. Est-ce qu'il y a eu des oppositions? Oui.
Est-ce qu'il y a eu un début de ZAD? Oui. Est-ce qu'il y a eu des contestations devant les tribunaux? Oui. Essentiellement, le monde de l'écologie, les antennes locales des FNE, et un débat qui sera néanmoins serein, malgré ces contestations. In fine, le montage financier est réalisé. Je rappelle que c'était dans un contexte politique difficile. Dominique Voynet était ministre de l'Environnement. Elle était opposée aux EPTB. Elle était opposée à ce projet. Arbitrage interministériel à Matignon, d'abord par Lionel Jospin, ensuite par le Premier ministre Raffarin, et il y a là incontestablement une continuité républicaine. Comment éviter, quand on a un début de ZAD justement, par exemple, ou autre, une logique de pur conflit? Quand on a eu ces rencontres parfois difficiles, une salle de 500 personnes, avec des affrontements comme on les connaît aujourd'hui, mais nous étions arrivés à un dialogue qui n'a jamais débouché sur de la violence. Donc, il me semble que des collectivités unanimes, majeures, on parlait de communes de l'emprise foncière, on parlait des autres niveaux, départements, régions, etc., et avec une société qui comprenait que l'eau pour les milieux, puisque j'ai peut-être oublié le plus important, nous étions partis à 100% d'eau sur les 20 millions de mètres cubes pour les activités économiques, notamment l'irrigation, et nous avons arbitré in fine à 50% pour les milieux, 50% pour les activités économiques. Peut-être que là, dans cette référence finale, je donne l'argument principal qui a permis de valider très largement une réalité hydraulique au service d'un territoire. Ouais, donc il faut aussi savoir faire évoluer son projet. Je le crois. Je le crois parce que le syndrome tout pour le maïs, il annonçait, peut-être qu'on avait 20 ans d'avance, quand le comité de bassin d'Haute-Garonne délibère aujourd'hui en disant pacte de confiance, charte de sobriété, il n'y a pas d'appropriation privée de l'eau, mais il y a une réponse mixte de solutions. Ces réponses-là font que l'on a à la fois la sobriété, à la fois l'eau potable dans les priorités, à la fois l'agroécologie, à la fois un portage public. C'est ça la délibération en Adro-Garonne, mais dans d'autres bassins aussi en 2023. Donc oui, cette évolution 50-50 et cette prise en compte que de l'eau, désormais, elle doit être partagée. Et aujourd'hui ? Il y a une réalité aujourd'hui sociétale parce qu'il y a de la voile et des handicapés qui font de la voile, parce qu'il y a des pêcheurs, parce qu'il y a de la randonnée, parce qu'il y a derrière 2 salles d'animation qui sont réalisées. Et les voisins disent qu'il y a même un petit peu trop de monde. Donc, réalité sociétale, oui. Réalité environnementale, là aussi, franchise, transparence. Est-ce que tout va bien? Non. Est-ce que les populations de poissons ont évolué? Oui. Est-ce que nous essayons de mettre en vigilance scientifique ces choses-là? Bien sûr. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça n'est pas un exemple. Ça n'est pas un exemple au sens tout va bien. C'est une réalité de gouvernance locale de la gestion quantitative de l'eau qui fait que l'on a réussi aujourd'hui, sur ces 20 millions de mètres cubes, à avoir un observatoire où la faune n'est plus la même que celle qu'il y avait avant, mais où les ornithologues et bien d'autres observateurs de la nature, de solutions fondées sur la nature, c'est la nouvelle étape que nous voulons engager. Voilà ce témoignage, mais ce témoignage, il est sur un territoire aujourd'hui qui, pour la première fois depuis 20 ans, n'a pas eu d'arrêtés préfectoraux sur la période de sécheresse, parce que l'eau est au rendez-vous, mais l'eau pour tout le monde, l'eau pour les milieux, l'eau pour les activités humaines. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Merci Eric. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant de associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.